Gilbert Bécaud, surnommé Monsieur 100 000 volts, pour son énergie électrisante sur scène, fut l'une des figures les plus marquantes de la chanson française. Sa voix puissante, sa présence magnétique et ses performances passionnées en firent une star adulée non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Pourtant, derrière cette carrière étincelante, se cachait un homme tourmenté par des épreuves personnelles, des amours tumultueux et une santé fragile. Si vous aimez ce récit, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour découvrir d'autres histoires tout aussi captivantes. Né le 24 octobre 1927 à Toulon, Gilbert Bécaud grandit dans un foyer modeste. Son père, ouvrier, et sa mère, pianiste, faisaient de leur mieux pour subvenir aux besoins de la famille. Mais les difficultés financières pesaient lourdement et l'instabilité de cette vie marqua profondément son enfance. Très tôt, le jeune Gilbert trouva dans la musique une échappatoire. Sa mère, qui avait remarqué son oreille exceptionnelle et son sens du rythme, l'encouragea à apprendre le piano. Dès l'âge de 7 ans, il montrait déjà un talent naturel. La Seconde Guerre mondiale bouleversa son adolescence. Son père mourut pendant le conflit, le laissant avec un vide immense. Pour se reconstruire, il se plongea encore davantage dans la musique. Il travailla d'arrache-pied son piano et composa ses premières chansons en cachette. Ce fut pour lui une façon de tenir à distance la douleur et de se donner un but. Soutenu par sa mère, il partit à Paris pour poursuivre ses études au conservatoire. Mais la rigidité académique du répertoire classique le frustra rapidement. Lui aspirait à la liberté, à l'expression brute, à l'émotion de la chanson populaire. À Paris, il trouva ses premiers engagements dans les cabarets. Là, il croisa la route d'Édith Piaf. La môme reconnut immédiatement son potentiel et l'encouragea à tracer sa propre voie. Grâce à elle, Bécaud gagna en assurance et commença à écrire ses propres titres. Son écriture, empreinte de lyrisme et d'émotion, séduisit. En 1953, il se fit remarquer avec Mes mains. Mais c'est en 1955, avec Je t'appartiens, que sa carrière prit un tournant décisif. La chanson, reprise ensuite aux États-Unis par Elvis Presley et d'autres artistes, fit de lui une vedette internationale. Durant les années 1960, il enchaîna les tubes, et maintenant, Nathalie, Quand il est mort le poète. Ses concerts, intenses et souvent survoltés, renforçaient sa réputation d'artiste incandescent. Sa gestuelle, son piano martelé, ses bras lancés vers le ciel, tout cela créait un spectacle d'une intensité rare. Le public parlait de lui comme d'un phénomène unique, une tornade d'énergie qui électrisait les foules. Mais derrière l'artiste flamboyant, l'homme menait une vie privée chaotique. Bécaud se maria 3 fois, et chacune de ces unions révéla ses difficultés à concilier amour et carrière. Dans les années 1950, il épousa d'abord Monique Nicolas, avec qui il eut une fille, Laurence. Cette relation ne résista pas aux absences répétées et aux exigences de la vie artistique. Quelques années plus tard, il se maria avec l'actrice Geneviève Dorman, mais là encore, l'équilibre fut difficile à trouver. Ses tournées incessantes, sa passion exclusive pour la musique et sa personnalité volcanique rendaient la vie conjugale presque impossible. C'est avec Kitty Saint-Laurent, mannequin et actrice glamour, qu'il connut la relation la plus longue. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Anne, Olivier et Philippe. Kitty fut un soutien indéfectible, présente malgré les tempêtes. Mais là encore, la distance causée par les tournées et l'épuisement du rythme effréné creusa un fossé. Bécaud, tout entier absorbé par son art, peinait à se montrer disponible pour sa famille. La naissance, plus tard, de son dernier fils Gaïa, issu de sa 3e union, marqua une étape particulière. Dans ces dernières années, Bécaud se montra plus attentif, plus tendre avec ce cadet qu'il évoquait souvent avec fierté. Ce lien lui donnait une forme de stabilité nouvelle, même si les blessures des relations passées restaient présentes. L'homme au succès planétaire menait pourtant une existence marquée par des excès. Les nuits blanches, la pression de rester au sommet, mais surtout le tabagisme dévorant, commencèrent à peser lourdement sur sa santé. Sur scène, il donnait toujours tout. Mais en coulisses, il s'essoufflait. À mesure que les années 1970 et 1980 avançaient, il prit du poids et perdit de son endurance. Sa voix, si éclatante autrefois, commençait à s'altérer. Malgré cela, il refusait de ralentir. Le public continuait de l'acclamer, et Bécaud, perfectionniste, n'imaginait pas décevoir. Ses concerts restaient impressionnants, mais ceux qui le connaissaient voyaient bien qu'il se consumait à petit feu. La scène était son oxygène, mais elle devenait aussi son poison.
À la fin des années 1990, le couperet tomba, Gilbert Bécaud souffrait d'un cancer. Ce fut une révélation brutale, même si son entourage avait pressenti la dégradation. Lui, l'homme de fer, l'infatigable showman, se retrouvait confronté à une bataille qu'il ne pouvait pas remporter par la seule force de sa volonté. Pourtant, fidèle à lui-même, il choisit de continuer à travailler. Il se lança dans l'enregistrement de son ultime album, sobrement intitulé Faut faire avec. Sorti en 2001, ce disque fut un chant du cygne, un condensé d'émotion et de lucidité. Sa voix y était marquée par la fatigue, mais l'ardeur et l'intensité restaient intactes. On y entendait toute la vie d'un homme qui avait donné son âme à la musique. Le temps avait sculpté ses traits avec une précision implacable, comme un sculpteur invisible qui grave patiemment la mémoire d'une vie sur un visage. Ses yeux, eux, demeuraient intacts, brûlant d'une intensité que ni les années ni les épreuves n'avaient pu ternir. Dans leur éclat, on percevait une force intérieure nourrie par les combats, mais aussi une fragilité profonde, celle d'un être qui avait beaucoup donné, beaucoup perdu, et qui portait désormais ses blessures comme des insignes silencieux. Chaque ride racontait une histoire, chaque silence dissimulait une vérité. Ses proches se souvenaient de ces éclats de rire francs, lumineux, presque enfantins, qui jaillissaient parfois sans prévenir. Mais ils savaient aussi qu'il y avait ces instants d'isolement, ces retraits soudains où il semblait fuir un monde devenu trop pesant. La célébrité n'avait jamais été une protection suffisante. Elle brillait comme un phare, mais elle attirait aussi des ombres immenses. Derrière l'image publique, il y avait des nuits d'insomnie, des crises de doute, des colères étouffées. La reconnaissance ne comble pas tout, elle masque un temps, mais elle n'efface rien. Lui, mieux que quiconque, le savait. Avec les années, il avait fini par trouver refuge dans les gestes les plus simples. Marcher longtemps, seul, dans des ruelles discrètes ou sur des chemins de campagne, sentir le vent contre sa peau, écouter le chant d'un oiseau au petit matin. Préparer un repas lentement, comme un rituel, savourer un café brûlant sans urgence, feuilleter des livres dont les pages jaunies avaient le parfum du temps. Ces moments, d'une humilité désarmante, avaient plus de valeur que les réceptions brillantes ou les discours enflammés. Beaucoup l'avaient placé sur un piédestal, persuadés qu'il vivait d'excès et de grandeur. Mais en vérité, il aspirait seulement à cette simplicité qu'on oublie trop souvent. Ce retour à soi réveillait aussi des souvenirs enfouis. Les images de son enfance revenaient avec une netteté troublante. Les maisons modestes, les repas parfois trop frugaux, les rêves démesurés qu'il se fabriquait en regardant le ciel. Il savait ce que signifiait manquer, ce que voulait dire grandir avec la peur du lendemain. Cette mémoire lui avait donné une énergie farouche, ne jamais plier, ne jamais céder, avancer malgré tout. Et c'est sans doute cette force-là qui l'avait empêché de se perdre totalement dans l'illusion du succès. Car la gloire, il l'avait connue dans toute sa démesure. Les foules en liesse, les applaudissements qui n'en finissaient pas, les tournées éreintantes, les récompenses prestigieuses, il avait tout vécu. De l'extérieur, tout semblait parfait, presque irréel. Mais derrière ce décor lumineux, il y avait une autre réalité. La fatigue extrême, l'impression de ne plus avoir de vie propre, le sentiment parfois de jouer un rôle qui n'était plus le sien. Plus la lumière brillait, plus l'ombre s'épaississait. Et cette ombre, il la portait seul, en silence, comme une dette qu'il devait régler à lui-même. Ses relations, elles aussi, avaient subi le poids de cette dualité. Aimer sous l'œil constant des autres relevait du défi. La passion se mêlait à la pression, l'intimité était traquée, décortiquée, commentée. Certaines histoires avaient résisté, s'accrochant avec une force admirable aux tempêtes. D'autres s'étaient brisées dans le vacarme. Mais chacune avait laissé une trace indélébile. Il avait connu la complicité la plus tendre comme les désillusions les plus cruelles. Et il en avait tiré une conviction. Ce qui compte, ce n'est pas la durée d'un lien, mais sa sincérité au moment où il est vécu. Avec le temps, ses priorités avaient changé du tout au tout. Les biens matériels, les signes extérieurs de richesse, tout cela s'était estompé. Ce qu'il recherchait désormais, c'était la paix intérieure. Pouvoir se lever le matin sans ressentir de vide, s'endormir le soir sans regretter ses choix. Cet équilibre silencieux, il l'avait poursuivi longtemps, et il finissait par le trouver. Ce n'était pas un accomplissement spectaculaire, mais une victoire intime, discrète, plus précieuse que toutes les récompenses du passé. La nature était devenue son refuge. L'écorce rugueuse d'un arbre, la caresse du vent dans les feuillages, l'odeur de la terre mouillée après l'orage, tout cela lui semblait plus riche que le tumulte des foules. Chaque saison lui rappelait que la vie obéit à un rythme qu'on ne peut forcer.
Le printemps ramenait l'espoir, l'été la plénitude, l'automne la sagesse, l'hiver le silence nécessaire. En contemplant ces cycles immuables, il trouvait un sens que ni les scènes ni les projecteurs ne lui avaient jamais donné. Pourtant, malgré son retrait volontaire, il restait une source d'inspiration. Ses admirateurs continuaient de revoir ses images, de citer ses paroles, de transmettre son héritage. Certains le plaçaient au rang des mythes. Mais lui refusait ce terme. Il se voyait simplement comme un homme qui avait essayé, parfois échoué, mais toujours persisté. C'était cette humilité qui faisait sa grandeur, et qui le rendait si humain malgré l'aura qui l'entourait. Lorsqu'il se retrouvait en petit comité, entouré de quelques proches, il se laissait aller à des confidences rares. Il racontait des anecdotes étonnantes, des rencontres improbables, des instants où sa vie aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre. Ces récits n'avaient rien de discours enflammé. Ils étaient sobres, sincères, portés par une vérité brute. Ceux qui l'écoutaient ressortaient marqués, touchés par cette authenticité qui valait toutes les leçons de morale. Ce qui frappait le plus, au fond, c'était sa résilience. Sa vie avait été jalonnée d'épreuves, mais il avait toujours trouvé la force de se relever. Ce n'était pas une force tapageuse, mais une endurance tranquille, forgée par les blessures mêmes qu'il avait surmontées. Cette capacité à se redresser, à repartir malgré les chutes, était sans doute ce qui fascinait le plus chez lui. Aujourd'hui, ses journées s'écoulaient avec une lenteur choisie. Il prenait le temps de savourer chaque instant, refusant de se laisser happer par des obligations inutiles. Ses proches disaient de lui qu'il semblait apaisé, enfin réconcilié avec lui-même. Peut-être était-ce cela, au fond, la véritable réussite. Ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à soi-même. Et toi qui écoutes cette histoire, si tu veux continuer à découvrir des récits aussi poignants et profonds, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour soutenir cette aventure.